Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce jour. La circulation sur les routes nationales 4 et 6 est temporairement suspendue à partir de ce jour en raison de l'effondrement de la chaussée et de la fermeture de la route. À cet effet, les réservations qui ont été déjà faites seront annulées pour la gare Maki d'Andoutapenek. Selon les responsables de cette station, les taxis brousse peuvent néanmoins se rendre jusqu'à Maïvatanan. Les détails avec Andina Martina et Nta Hadjiansou. Ces familles qui viennent de Fénéry-Vest et qui s'apprêtent à se rendre à Antiran sont obligées de chercher un hôtel à Antananarivo. Ils auraient dû partir à 13 h ce jour. Cependant, en raison de la fermeture de la route nationale numéro 4, aucun taxi brousse ne veut partir. Pour cette journée, à la gare de Maki Andoutapenek, de nombreux passagers ont été obligés d'annuler leur voyage. Les coopératives sont également obligées de rembourser ceux qui ont déjà effectué des réservations, selon les informations de Rakout Arzona Toudinian, responsable auprès d'une coopérative de la RN4. La circulation sur les routes nationales 4 et 6 est temporairement suspendue à partir de ce jour en raison de l'effondrement de la chaussée et de la fermeture de la route. Seuls les taxis brousse qui se rendent à Maïvatanan peuvent circuler. Selon les responsables, la circulation reviendra à la normale jeudi prochain. La raison de cette décision est de prévenir tout danger qui peut se produire sur la route nationale 4. Ensuite, les cours des préscolaires et des primaires au niveau des écoles publiques et privées seront suspendus les mardis 24 et mercredi 25 janvier 2023 dans la circonscription scolaire d'Antananarivo suite à la décision prise par le comité Arlouse, le chef ZAP ainsi que la commune aujourd'hui. Cela afin de préserver les enfants des éventuels dangers dus au glissement de terrain ou à la montée des eaux à cause de ce mauvais temps. Les cours se poursuivent en revanche pour les élèves des collèges et des lycées. Le comité central de la région d'Analamang a décidé de suspendre les cours pendant 2 jours à partir de demain pour préserver les enfants de ce mauvais temps. C'est-à-dire que les cours seront suspendus les 24 et 25 janvier et reprendront en fonction de l'évolution des conditions météorologiques selon l'Alain Ramanantoun, chef Cisco d'Antananarivo. L'enseignement s'arrête aussi immédiatement dans les endroits où il y a un risque de danger. Ce seront aux comités locaux d'en décider selon les explications de Moulame Vanoume Narvoun, Tren Nanalamang. Les cours reprendront en fonction de l'évolution des conditions météorologiques. Les élèves des collèges et des lycées poursuivront leurs cours normalement. Page politique pour continuer, la délégation parlementaire turque effectue actuellement une visite officielle à Madagascar. Elle est arrivée samedi dernier. Le Sénat malagasy et le Parlement turc collaborent dans de nombreux domaines, notamment l'entraide dans le reboisement dont le Sénat s'occupera le 4 février prochain. Les sénateurs de Madagascar ont noté lors de la réunion d'aujourd'hui que la Turquie est un pays modèle en termes de développement. Les détails avec Mirvulat Sferan et Braz Denilson. L'objectif de cette visite de la délégation parlementaire de Turquie est de renforcer la relation avec les parlementaires malagasy. C'est la volonté de Madagascar, comme l'a affirmé le président du Sénat, de promouvoir de nombreux secteurs à Madagascar, notamment l'économique, le social et le culturel, pour que des milliers de touristes turcs viennent visiter Madagascar. L'envoi de nombreux étudiants malagasy pour étudier en Turquie afin de bénéficier des compétences et des connaissances de ce pays hautement développé figure également au programme selon la déclaration de Rasaf Maïferman, président du Sénat. Au cours des 12 années d'existence de l'ambassade de Turquie à Madagascar, la relation entre les deux parties n'a cessé de progresser. Le volume des échanges économiques entre la Turquie et Madagascar atteint 102 millions de dollars pour l'année 2021. Les produits qui intéressent. Alors, nous avons effectivement atteint un chiffre bilatéral dans nos relations commerciales qui est exactement de 111,8 millions, c'est-à-dire 102 millions de dollars. Nous avons atteint ce chiffre après 12 ans de présence ici à Madagascar. Comme vous le savez, notre ambassade a été opérationnelle à partir de 2010 et depuis, nos relations commerciales ont triplé. Il est évident que les produits qui intéressent Madagascar, qui viennent de la Turquie, sont essentiellement des produits de construction, notamment le fer de Turquie. Également tout ce qui est pièces d'échange de moteurs, pièces de change de moteurs, donc des pièces du secteur automobile. Mais nous avons aussi un investissement conséquent qui est donc la centrale électrique qui contribue
qui produit de l'électricité et de l'énergie et qui contribue à 35% aux besoins de la ville d'Antananarivo et de 25% aux besoins de Madagascar. Il a été également évoqué durant cette rencontre de la délégation parlementaire turque et du Sénat aujourd'hui que l'ambassadeur de Turquie honorera l'invitation du Sénat pour le reboisement qui se tiendra le 4 février prochain. Il existe également une plantation de 30 000 pieds de caféiers dans la région d'Amoromani, permettant aux agriculteurs d'exporter ce produit qui devrait rapporter jusqu'à 250 000 $. Continuons toujours dans ce même contexte. L'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, a confirmé aujourd'hui que la relation entre Madagascar et la France ne cesse de se développer, notamment à travers diverses collaborations. Ainsi, la France a exprimé sa volonté d'aider à Madagascar à organiser les élections de cette année à travers son ambassadeur. Ce dernier a également indiqué qu'il existe de nombreux accords de coopération qui seront mis en œuvre pour le développement de Madagascar. Reportage. La relation entre Madagascar et la France continue de s'améliorer, selon son ambassadeur aujourd'hui lors de sa rencontre avec la presse. De nombreux projets communs ont été menés à bien et il existe encore de nombreux accords de coopération entre les deux parties qui sont actuellement en cours de réalisation, notamment dans le domaine socio, économique, environnementaux, de promotion des entreprises privées et publiques, sanitaires, etc. Ce pays est également prêt à contribuer au développement de Madagascar. Et dans cette perspective, l'ambassadeur de France a annoncé aujourd'hui que la France est ouverte à toute discussion concernant la mise en œuvre des élections de cette année, si nécessaire. La France travaille avec ses partenaires internationaux et les organisations internationales dont elle est membre. Et nous sommes disposés à étudier toute demande qui nous serait faite. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la question a été posée au Premier ministre lors de sa conférence de presse de vendredi soir. Et il a déclaré, je ne voudrais pas mal citer ses propos, mais je comprends qu'interpellé sur cette question, il a dit que si la CENI avait des difficultés de financement, le gouvernement serait prêt à y pourvoir. Donc la situation n'est pas tout à fait stabilisée. La CENI a effectivement effectué une demande de budget. Il y a ce que l'on lit dans la loi de finances initiale. Encore une fois, la France, avec ses partenaires internationaux, est disposée au dialogue avec les institutions malgaches compétentes pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre contribution. L'ambassadeur de France a tenu également de nombreuses rencontres avec des institutions gouvernementales et de nombreux membres du gouvernement pour continuer à déterminer les accords de coopération qui peuvent être menés pour le développement de Madagascar. J'ai eu la chance de m'entretenir très rapidement avec Monsieur le Président de la République, seulement 3 jours après ma prise de fonction dans le pays. Et c'était pour moi très important de pouvoir à la fois, bien sûr, officiellement lui remettre mes lettres de créance, mais aussi pouvoir, au nom du Président Macron, entretenir une relation de travail très positive. Je me suis naturellement attaché à solliciter des rendez-vous auprès de tous les hauts responsables malgaches. Et de tous ces échanges, je retiens une relation entre la France et Madagascar que je qualifierais de forte, de diversifiée et de tournée vers l'avenir. Et dans ce contexte de la coopération, nous avons plusieurs outils, plusieurs acteurs qui travaillent main dans la main pour apporter notre contribution au développement de l'île. Parmi les projets qui sont à l'étude figure l'accord de coopération entre les deux pays dans la protection des frontières maritimes, la biodiversité, l'élargissement de la coopération muséale, toujours pour promouvoir les relations culturelles qui existent déjà selon toujours cet ambassadeur. Et le FFKM participera à l'observation de l'élection présidentielle à travers des observateurs électoraux issus de la plateforme Anjimas, selon l'annonce faite par son nouveau président, le pasteur Irakojama Suami, lors de son investiture qui s'est tenue hier. Il a également appelé la population à faire preuve de diligence pour s'inscrire sur la liste électorale qui a été érigée en devoir de citoyen, a indiqué le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar. C'est Sylvain sur les images de Sech Anjianabu. L'année 2023 est une année électorale et comme lors de l'élection présidentielle en 2021, le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar surveillera toutes les élections qui se tiendront dans le pays cette année. Conformément à la loi, le FFKM se présente comme une société civile et une organisation non gouvernementale dans le processus électoral. Chacun a le droit de surveiller tous les processus.
Cette décision du FFKM a été annoncée par son nouveau président, le Dr Irojama Swamy, lors de sa passation de pouvoir entre lui et le précédent président qui s'est tenu hier. Par ailleurs, les chefs d'église au sein du FFKM ont lancé un appel à l'apaisement. Ces derniers exhortent également les politiciens à se concentrer plus sur le développement du pays et à améliorer les conditions de vie de la population. Enfin, ils exhortent à l'arrêt de toute forme de provocation politique. Le mandat du nouveau président du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar est d'1 an. Et le nouveau conseil qui gère le FFKM a été présenté hier lors d'un culte à l'église épiscopale malagasy à Ndoualou. Et la plupart des élus dans la région de Bonglav ont organisé une manifestation à Tirun Madid en fin de semaine réclamant la destitution du gouverneur de cette région. D'autre part, le gouverneur local a déclaré que tout le monde peut manifester et demander une destitution, mais encore faut-il qu'ils apportent des preuves et des justifications de la raison pour laquelle ils demandent une telle destitution. Le développement dans la région de Bonglav se poursuit également, selon ce dernier, mais pas comme le prétendent les manifestants. Reportage. La division et le manque de développement dans la région de Bonglav sont les raisons invoquées par ceux qui demandent la démission du gouverneur de Bonglav. Vendredi dernier, ils ont brandi des banderoles en ce sens dans la capitale de la région, à Tirun Madid. D'autre part, le gouverneur de la région de Bonglav a déclaré que son refus de la corruption est la raison qui pousse les pétitionnaires à exiger sa démission. Et selon toujours sa déclaration, il n'est pas responsable de la destitution du préfet de Tirun Madid. Cela a été causé par les revendications des maires et est passé par le Conseil des ministres. Certains des manifestants ont également déclaré qu'ils ont été forcés de suivre la manifestation. Passons maintenant aux actualités internationales. Les syndicats se projettent vers une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites le mardi 31 janvier avec l'espoir que les manifestations et les grèves feront reculer l'exécutif en France. Reportage sur les images de France 24. Pas de pause pour les syndicats. Dès ce matin à Dieppe, ils se sont rassemblés devant la sous-préfecture pour dire non à la réforme des retraites et ils prévoient d'autres mobilisations. Nous allons avoir des actions tous les jours cette semaine. Nous allons maintenir la braise chaude comme elle est depuis jeudi pour que le 31 janvier soit une très grosse journée de mobilisation. Déjà dans les cortèges jeudi dernier, certains manifestants évoquaient un mouvement dur qui ne fait que commencer. Jusque là où on pourra. Donc pour l'instant, on n'a pas de limite. Nous, on va continuer jusqu'à ce que l'abandon de la réforme, avec les collègues électriciens qui ont commencé aussi à faire des baisses de charges. Jeudi et vendredi, la CGT Pétrole appelle à des grèves perlées dans les raffineries. Ce responsable syndical prévient, tous les moyens seront bons, y compris des coupures d'électricité ciblées. Notamment des bâtiments qui ne servent pas forcément à grand-chose et dont leur activité n'est pas considérée pour nous comme essentielle, autour notamment des permanences des élus. Face à la pression, le gouvernement ne compte pas changer de cap et ce matin, il se montre ferme. Tout n'est pas acceptable et qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont envisagées, qui sont annoncées, qui ne relèvent pas d'une action militante revendicative, mais qui peuvent relever d'un délit. C'est le cas notamment des coupures, notamment lorsqu'elles sont ciblées et volontaires. Les syndicats brandissent une autre menace, celle de créer des blocages pendant les vacances scolaires de février. Et aux États-Unis, la justice américaine a trouvé cette semaine 6 documents confidentiels supplémentaires dans la résidence familiale de Joe Biden. Un rebondissement de plus dans une affaire déjà très embarrassante pour le président américain. France 24. 13 heures de perquisition dans la résidence personnelle du président des États-Unis. Les enquêteurs ont découvert 6 documents classés confidentiels qui viennent s'ajouter à d'autres retrouvés précédemment. Ces papiers datent de l'époque où Joe Biden était sénateur du Delaware, mais ce sont surtout ceux de l'époque de sa vice-présidence sous Barack Obama qui intéressent la justice. Le président démocrate se défend en jouant la carte de la transparence et plaide l'erreur d'inattention. Le président Biden a pleinement et rapidement coopéré dans cette affaire. Il a lui-même convié la justice à venir procéder aux perquisitions ici dans sa maison du Delaware. Je pense qu'en fin de compte, lorsque le procureur spécial conclura son enquête, nous verrons qu'il ne s'agit que d'une erreur humaine, tout le contraire de son prédécesseur. Ces nouvelles découvertes embarrassent de plus en plus la Maison-Blanche, car une loi fédérale oblige les présidents et vice-présidents à fournir tous leurs documents de travail aux archives nationales. Sur le plan juridique, l'affaire a été confiée à un procureur spécial indépendant, mais sur le plan politique,
Joe Biden a beaucoup à perdre. Son prédécesseur Donald Trump est lui aussi visé dans une affaire quasi similaire. Mais la comparaison s'arrête là. Joe Biden a lui-même averti la justice quand le républicain a tenté de faire obstruction. Pour le démocrate, quelques dizaines de documents ont été découverts alors que Donald Trump avait emporté plusieurs cartons à sa sortie de la Maison-Blanche. Deux affaires qui pourraient avoir des conséquences politiques lourdes pour les deux hommes. C'est difficile de se dire qu'ici aux États-Unis, un ancien président et le président en exercice soient mêlés à ce type d'affaires. Comment cela a-t-il pu arriver? Moi, quand je suis en possession de documents sensibles, je m'assure toujours de les laisser là où ils doivent être. Joe Biden ne cache plus vraiment ses ambitions pour la prochaine présidentielle de 2024, à laquelle se représentera Donald Trump. Mais cette affaire pourrait entacher son image d'un président respectueux des règles. Et pour clôturer cette édition, le Burkina Faso a demandé le départ des troupes françaises de son sol d'ici un mois, confirme un document officiel transmis dimanche à l'AFP, alors que le président français Emmanuel Macron a dit attendre des clarifications de Ouagadougou dans ce nouvel épisode des tensions entre les deux pays. Toujours avec France 24. L'opération Sabre, c'est une présence presque invisible engagée dans le Sahel depuis 2008. Jusqu'à 400 commandos d'élite basés au Burkina Faso, en périphérie de sa capitale. Des troupes discrètes, mais qui jouent un rôle clé dans la lutte antiterroriste. Leur objectif principal, traquer et neutraliser les chefs djihadistes au Sahel. Équipés d'armes et de matériel sophistiqué, ces soldats exécutent près de 40 opérations par an et se démarquent par leur grande flexibilité et réactivité. Une mission peut être préparée pendant des semaines ou lancée dans l'heure. Tout peut changer rapidement car la chaîne de commandement avec Paris est courte. Ces patrouilles interviennent au premier rang des actions contre-terroristes parce qu'elles permettent de déceler ou d'aller chercher dans la profondeur des ennemis qui sont de plus en plus difficiles à saisir. Donc c'est bien ces hommes entraînés qui au sein de ces patrouilles s'inscrivent directement dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. À l'actif de ces forces spéciales, l'élimination notamment d'Abdelmalek Droukdel en 2020, le chef du groupe terroriste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Scandale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.